Salutations à toutes et à tous et bienvenue sur Axor. Aujourd'hui, nous allons parler du président Macron et de sa femme Brigitte Ozière. Avant de commencer, j'aimerais vous exposer rapidement pourquoi Macron a décidé d'épouser Brigitte Ozière. Aujourd'hui, Brigitte Macron est connue pour être la femme d'Emmanuel Macron. Elle a connu une autre vie avant de devenir la première dame française. Le 22 juin 1974, elle a dit oui à André-Louis Ozière au Touquet. Après un déménagement à Strasbourg, le couple accueille son premier enfant, Sébastien. Dans les années qui suivent, Laurence et Tiffaine viennent agrandir la famille. En 1993, elle rencontre Emmanuel Macron qui rejoint l'atelier théâtre qu'elle dirige au sein du lycée de la Providence d'Amiens. Rapidement, c'est le coup de foudre et une histoire d'amour clandestine débute entre l'élève et sa professeure. Mais, la rumeur de cette relation devient trop forte et André-Louis Ozière découvre la vérité. Il a aussitôt quitté le domicile conjugal. Il a également perdu les connexions, la réputation et l'argent que son mariage avec Brigitte lui offrait. André-Louis Ozière avait des privilèges liés à son mariage avec Brigitte Ozière qui lui avait octroyé une fonction de banquier haut placé ainsi que de sa notoriété. Il s'agissait d'un homme bon sans histoire, tranquille et très discret qui avait comme seule priorité l'éducation de ses enfants. Cette relation passée Brigitte Macron, mystérieusement son ex-mari André-Louis Ozière disparaît de la circulation et devient introuvable par les médias. Jusqu'à sa mort d'un cancer où son ex-femme fera tout pour conserver son anonymat même allant à des funérailles privées réalisées en toute discrétion. C'est la femme de ma vie. La femme que j'ai rencontrée quand j'étais beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui et avec laquelle nous avons décidé de construire une vie en commun, même si les représentations sociales n'étaient pas forcément avec nous. Par définition, même si le vote eût été inverse, ça aurait été une victoire de la démocratie, puisqu'il y a eu vote, mais c'est rien de plus. Oui. T'es socialiste comme position, malgré tout? Les étiquettes n'ont plus beaucoup de sens. Aujourd'hui, il y a le parti de ceux qui ne veulent pas bouger, il y a le parti de ceux qui veulent reculer, et il y a le parti de ceux qui veuvent bouger. Ouais. Pourquoi vous écrivez Peut-on prévoir l'avenir? Jacques Attali dans ce livre publié chez Fayard. Vous êtes, une sorte de cartomancien de l'avenir. Non, parce que je crois que chacun d'entre nous peut prévoir l'avenir. Bien sûr qu'on peut prévoir l'avenir, et chacun d'entre nous s'y emploie pour sa vie personnelle, et moi depuis très longtemps j'essaie de prévoir, je raconte comment prévoir l'avenir, j'ai écrit beaucoup de livres sur la façon dont peut-être brève histoire de l'avenir. Voilà, entre l'avenir de leurs proches, l'avenir de leur entreprise, l'avenir du monde, l'avenir de leur pays, et c'est possible, et j'essaie de montrer qu'à la fois on a essayé avec l'astrologie, la chiromancie, et aujourd'hui des techniques très modernes comme... Mais il y a de véritables techniques scientifiques. Il y a des techniques scientifiques maintenant pour prévoir l'avenir qui sont liées à l'usage des statistiques, qui viennent aussi avec la génétique. On peut prévoir beaucoup de choses sur votre date de mort, ou les maladies qui vous guettent, ou vos habitudes de consommation, ce que vous allez acheter dans la journée. Je pense que il a ce temps. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Ah bah alors ça c'est un nouveau scoop. Attendez. Des gens absolument exceptionnels, surtout des filles, qui feront la vie politique française de façon très... Est-ce qu'elles vont rester en France? Oui. On va pas vous lâcher. Non, je vous dis pas. Il y en a plusieurs. D'accord. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il le sera un jour. Vous lui demandez d'être patient? Je ne demande pas, je lui dis, je le sais d'ailleurs parce que nous en avons souvent parlé. Alors une chose qu'on sait très peu, voire pas du tout sur Brigitte Macron, c'est qu'elle est de droite. Une droite qui n'est pas très dure, une droite plutôt proche de celle de Nicolas Sarkozy, en tout cas de celui d'avant Patrick Buisson. Elle est également proche des idées de François Bayrou, donc plutôt pro-business et assez libérale. Petite anecdote, la première fois qu'elle rencontre Philippe de Villiers, dont on connaît les positions très traditionnalistes sur la question de l'avortement et de l'immigration, elle lui dit « J'ai adoré votre livre ». Alors ça peut paraître assez surprenant puisqu'elle vient d'un milieu plutôt privilégié. Ses parents étaient des prospères commerçants à Amiens, mais Brigitte Macron a un petit côté franchouillard. Alors peu de gens le savent, mais Brigitte Macron a un rôle beaucoup plus politique qu'on ne l'imagine. Et ce qui est frappant, c'est que tous les soirs, une fois que la porte des appartements privés de l'Élysée est fermée, eh bien le chef de l'État débriefe avec son épouse, qui lui fait lire toutes les petites notes qu'elle a récoltées dans la journée. C'est un peu des sortes de cahiers, de carnets de doléances. Stéphane Bern a une formule très intéressante que l'on rapporte dans
le livre, il dit d'elle, c'est la dernière personne qui lui parle le soir. Brigitte Macron, c'est aussi l'agent recruteur du gouvernement. Alors pas de tous les ministres, bien évidemment, mais de certains ministres très importants, et particulièrement la pépite de tous les ministres, Jean-Michel Blanquer, c'est elle qui l'a déniché. Vous dites, vous répétez, vous faites écrire que vous ne faites pas de politique, vous n'êtes pas une femme politique. Pas du tout, pas du tout. Pas de goût pour la politique. Et pourtant... Vous pouvez pas être la femme du président en disant je ne fais pas de politique, c'est pas possible. Ça ne vous a pas échappé, je ne fais pas de politique. Est-ce que vous avez un rôle politique, Brigitte Macron? Bien sûr que non. Elle a un rôle éminemment politique et elle le sait. Je n'ai ni goût ni compétence pour la politique. Le point de vue d'Emmanuel pouvait évoluer, si vous voulez, entre deux rendez-vous. Et on se disait, tiens, Brigitte est passée par là. J'ai entendu que je faisais nommer des ministres. Bien évidemment, non. En 2016, elle a entendu une émission de radio où j'étais pour présenter un livre. Elle prend son livre, elle en fait des notes, elle les fait lire à son mari. 6 mois plus tard, Jean-Michel Blanquer devient le ministre de l'Éducation et c'est elle qui l'a choisi. Bien évidemment, non. Vous dites, vous répétez, vous faites écrire que vous ne faites pas de politique, vous n'êtes pas une femme politique. Pas du tout. La première dame participe régulièrement à des dîners politiques, organisés 2 fois par mois par le président. Elle se défend de faire de la politique. Si popularité il y a, tient au fait que je fasse pas de politique. Pas de goût pour la politique. Et pourtant... Face aux gilets jaunes, elle se transforme en porte-parole du gouvernement. On ne peut pas changer les vies par un coup de baguette magique. On ne peut pas régler tous les problèmes en un coup de baguette magique. Très beau meeting, vous allez voir. Qu'est-ce que vous en attendez? Formidable, non? D'entrer dans le 21e siècle. La France doit rentrer dans le 21e siècle. Il y a une chose qui est positive dans tout ça, c'est que la colère s'exprime. Je n'oublie pas qu'il y a une colère. Et elle peut être notre chance. Elle se transforme en porte-parole. Il avait en lui la capacité de réformer. Une volonté de changer les choses. Il veut une France forte. Je veux une France forte. Il veut placer la France dans l'échiquier international. Je veux une France dont la voix soit entendue par-delà nos frontières. Il veut placer la France dans l'échiquier international. Une France qui retrouve sa place dans le concert des nations. Il a énormément d'ambition. Une ambition assumée. Il n'a de cesse que la France. Vive la France. Vive la France. Vive la France. Je vous le dis, je suis tout à fait favorable à ce qu'on construise de nouveaux modèles de gouvernance. Ces nouveaux modèles, ils pourront être mis en place à l'initiative des acteurs eux-mêmes et assureront une plus grande souplesse, je vous lis ce qu'on m'a mis, dans la composition des instances dirigeantes et dans les modalités d'organisation interne. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. En gros, ça veut dire... Parce que moi, la relation que je veux instaurer avec vous, c'est plutôt une relation de clarté pour qu'on puisse agir efficacement. Alors rappelons-le, l'hebdomadaire Paris Match publie une série de photos d'Emmanuel Macron avec son épouse Brigitte. C'est une bêtise, une maladresse, a déclaré depuis le ministre de l'économie. Mon épouse, elle ne connaît pas le système médiatique. Elle le regrette d'ailleurs profondément. C'est pas ma faute, c'est celle de ma femme. Elle connaît pas, elle est un peu bébête. Je lui ai dit, Moumoune, quand tu fais quelque chose, tu me demandes avant. Elle sait pas que quand on donne une interview à Paris Match, il y a des gens qui la lisent. Pourquoi tu parles alors que tu fais si bien le hachis parmentier? Ah, si je suis pas élu président de la République, ce sera de ta faute. Il est vraiment très fort, ce Macron. C'est pas ma faute, monsieur l'agent, c'est ma femme. Elle ne sait pas conduire, à chaque fois elle nous fait un accident. Je pensais qu'on avait un moderne. Il parle comme mon grand-père, posé à la une de Paris Match avec sa femme. En marche, en match, plutôt. Vous parlez d'une nouveauté. Le prince Régnier faisait ça avec la sienne il y a 60 ans. La politique est un métier, monsieur Macron. Retournez chez Rothschild ou changez de femme. La politique, comme le disait d'ailleurs très justement Arnaud Montebourg hier, ça ressemble beaucoup au théâtre. Là, on a eu un premier, un deuxième acte, peu importe l'acte dans lequel nous sommes. On a frappé les 3 coups et on voit entrer de nouveaux acteurs. Certains anciens, d'autres, de nouveaux personnages qui arrivent. Mais aucun n'a prononcé encore la moindre parole. On ne sait pas encore quelle pièce va être jouée. Donc on ne peut pas juger la pièce sur le nom des acteurs. Il faut attendre. L'ombre d'un homme. En rejoignant cet atelier de théâtre, le jeune Emmanuel a fait une rencontre qui a bouleversé son existence. Il est tombé amoureux de sa professeure, Brigitte Osière, de 24 ans son aînée. Et il avait joué, effectivement, il jouait un épouvantail. Il jouait, je me souviens très très bien, et je trouvais qu'il était incroyable sur scène. Quelle présence. Brigitte Macron, à l'époque Brigitte Osière, est la professeure de théâtre du lycée La Providence.
Elle est aussi la professeure de français la plus populaire de l'établissement. Mariée, elle a 3 enfants, adolescents, et sa famille, les Trogneux, honorables confiseurs de père en fils, font partie des notables d'Amiens. À la fin de l'année, la pièce écrite par Emmanuel Macron et Brigitte est jouée à la Comédie de Picardie, le plus grand théâtre d'Amiens. Mais la professeure est inquiète. Bravant tous les tabous, le jeune Emmanuel lui a déclaré sa flamme. On s'appelait tout le temps, on passait des heures au téléphone, mais des heures et des heures au téléphone. Et petit à petit, il a vaincu toutes mes résistances, de manière incroyable, avec patience. Emmanuel Macron a maintenant 18 ans. Et, dans le secret de la capitale, il vit enfin son amour interdit pour une femme plus âgée que lui. Mais surtout, il mène enfin à bien le projet de sa vie. Le 20 octobre 2007, à la mairie du Touquet, Emmanuel épouse Brigitte. Brigitte consentez-vous à prendre pour époux Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, consentez-vous à prendre pour épouse Brigitte Collet. Oui. Quelques semaines après son mariage, Emmanuel Macron, 30 ans tout juste, est nommé rapporteur de la commission Attali. Il n'a antagonisé personne, il s'est créé des relations personnelles. Évidemment, pour un gamin de cet âge, arriver immédiatement à être visible de 40 personnes qui sont puissants, influents et qui jugent, c'était un accélérateur de carrière extraordinaire. Donc c'est vrai que je suis très, très proche d'Emmanuel, c'est un garçon très brillant. J'ai eu le privilège dans ma vie d'être en situation de mettre le pied à l'étrier à pas mal de jeunes. Je crois qu'Emmanuel Macron a tout à fait le talent pour être un présidentiable un jour. Et Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Je suis convaincu qu'il le sera un jour. S'il a la persistance d'accepter les défaites, d'apprendre, je suis convaincu qu'il le sera un jour. Vous lui demandez d'être patient? Je ne demande pas, je lui dis, je le sais d'ailleurs parce que nous en avons souvent parlé. Qu'il a une tête bien faite et parce qu'il est charmant. Sur sa bonne mine et sur son obsession à ne pas avoir de programme, qui est une obsession. Pourquoi n'a-t-il pas de programme? Volontairement, je pense que ses conseillers en communication lui ont rappelé cette phrase du cardinal de Retz: dans la vie privée comme dans la vie publique, on ne sort de l'ambiguïté qu'à son propre détriment. Ça, on apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. C'est vous qui avez conseillé à David de Rothschild de le rencontrer? Non, il l'avait rencontré, mais je lui ai dit il faut le prendre à tout prix. Mais pourquoi il faut le prendre à tout prix? Parce qu'il était exceptionnellement charmant et intelligent. Et que ce sont les qualités d'un banquier d'affaires. Un banquier d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute. J'ai consulté, j'ai associé beaucoup de gens, et j'ai décidé qu'on allait créer un mouvement politique. Un mouvement politique nouveau. Je pense que le système dans lequel on vit est très usé. Je ne suis pas là pour durer dans des fonctions. Qu'au demeurant, je n'ai pas cherché à obtenir ou choisir. Je suis là pour agir, faire bouger les choses. Et puis c'est une conviction profonde depuis longtemps. Mais oui, c'est là, c'est maintenant. Donc on va le faire. Début 2010, Emmanuel Macron devient le conseiller économique de François Hollande, candidat donné grand perdant des primaires socialistes à venir. Pressé d'agir, il a préféré se mesurer au monde de l'argent et est entré dès 2009 chez Rothschild, la banque d'affaires parisienne qui conseille les plus grandes entreprises de la planète.
Et je dirais, cet entretien, pour moi, a été la révélation immédiate, on a dû rester 2 heures ensemble, que ce jeune homme, il était à l'époque, il devait avoir très peu d'années après 30 ans, ce jeune trentenaire, avait pas seulement des capacités intellectuelles littéralement extraordinaires, mais aussi une patte humaine, des qualités de caractère, des qualités relationnelles, qui, tout ensemble, faisaient une personnalité vraiment rare. Tout ça en 2 heures? Oui. À la fin de l'entretien, je lui ai dit, écoute, ne cherche pas plus loin, considère que tu es fait associé dans cette maison. En quoi son métier de banquier d'affaires peut aider Macron à être efficace en politique? On y apprend l'art de la négociation. On apprend vraiment l'art de la négociation. On est amené aussi beaucoup, et ça c'est, j'allais dire heureusement ou malheureusement, utile en politique, à communiquer, c'est-à-dire à raconter une histoire. Dans le jargon, quand on fait une opération, on construit ce qu'on appelle une equity story, qui est l'histoire qui va donner aux actionnaires envie de voter cette opération, d'acheter les titres ou d'apporter leurs titres. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques pas de manipulation de l'opinion, mais un petit peu. En 2011, Macron marque les esprits en négociant la vente de la branche nutrition du groupe américain Pfizer au géant suisse Nestlé pour 11 milliards de dollars. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Emmanuel Macron est nommé à 36 ans ministre de l'économie dans le deuxième gouvernement Valls. Tout sourire dehors, il est alors persuadé qu'il va révolutionner la politique à lui tout seul. Est-ce que vous croyez qu'Emmanuel Macron est devenu passionné par le pouvoir? Je crois qu'il y a goûté. Et on sait tous que c'est un alcool fort. Et qu'il y a pris goût. Ça paraît clair. Il y jubile. Il y est manifestement épanoui.